Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'articles que vous avez préférés d'Air Cosmos des 3 derniers mois. Avec au menu cette semaine le F-35 qui reçoit sa capacité d'emporter les bombes atomiques américaines, la B-61, des projets exceptionnels qu'on voit avec des nouvelles architectures, notamment chez Boeing, l'avion supersonique Overture qui réalise son premier vol d'essai, et les hélicoptères haute vitesse qui progressent à la fois chez Bell et chez Airbus. Mais on commence d'abord avec la Marine nationale qui multiplie les essais et les démonstrations, notamment avec le retour à la mer du porte-avions Charles de Gaulle après son passage en entretien intermédiaire qui a lieu tous les 5 ans et qui a immobilisé pendant 8 mois. Pendant cette période, il y a eu des travaux sur la chaudière nucléaire, la liaison de données 22 a été installée pour accroître le débit ainsi que la portée en comparaison avec la liaison 11, il y a eu l'installation de nouvelles antennes de communication par satellite, le système de production d'eau potable a été modernisé et il y a eu des rénovations dans les locaux, dont l'hôpital du bord ainsi que les lieux de vie. Après la première sortie en mer début janvier, le navire a participé à 2 exercices afin de préparer les équipes, et ici on voit le ravitaillement à la mer avec le tout nouveau bâtiment ravitailleur de force, le Jacques Chevalier, puis les avions de chasse Rafale et les avions radar Hawkeye ont pu venir s'entraîner au retour sur le porte-avions, notamment pour plusieurs jeunes qui n'avaient fait que des entraînements d'appontage simulés sur une piste en dur sur la base aérienne de Landivisio. Ils ont aussi abattu des drones cibles qui représentaient des attaques de missiles de croisière grâce à des missiles Aster 15 et Aster 30 qui sont tirés par le groupe aéronaval qui comprend notamment la frégate de défense antiaérienne. Puis le porte-avions a enchaîné ensuite les entraînements et il est reparti à la mer le 22 avril afin que les pilotes puissent également s'entraîner au tir de bombes sur ce qu'on appelle les tomato killers qui sont des sortes de gros ballons qui sont sur l'eau ainsi que des tirs canons et des vols de mines. Toujours dans la marine nationale, on notera également le double tir simultané de 2 missiles de croisière navale, le MDCN, à la fois depuis une frégate multimission, mais aussi depuis le nouveau sous-marin nucléaire d'attaque, le Suffren, et on voit ici le missile à changement de milieu qui sort de l'eau avant de partir vers sa cible au centre d'essai de la DGA, essai missile dans les Landes. On traverse l'Atlantique pour aller aux États-Unis afin d'y suivre le développement du système de défense aérien avec ce double test grandeur nature réalisé par les USA lorsqu'ils ont intercepté un missile balistique moyenne portée, c'est-à-dire d'une portée inférieure à 3500 km, ce qui est déjà pas mal. Le test s'est déroulé en 3 phases. D'abord, le missile balistique a été emporté par un avion de transport stratégique américain, le C-17 Globemaster III, puis il a été éjecté par des parachutes avant de s'allumer, et il faut savoir que c'est une procédure qui a même été validée pour les missiles stratégiques, les Minuteman, afin de permettre aux avions de transport stratégiques de devenir eux aussi des vecteurs de la bombe atomique, mais finalement les USA avaient abandonné cette idée parce qu'ils avaient déjà la triade nucléaire, c'était suffisant. Une fois le missile tiré, le but était de valider le bon fonctionnement du radar de suivi. Il s'agit du radar à balayage électronique actif AN-SPY6 qui travaille en bande S et il a permis de suivre le missile même s'il s'élevait à une altitude estimée entre 1000 et 1500 km, donc très au-dessus de l'atmosphère. Et on a donc ensuite le tir du missile antimissile balistique depuis une frégate de la classe Harley Burke, et il s'agit d'un missile RIM 161 qui est plus connu sous le nom de SM-3, et c'est cette fois-ci la version Block 2A qui a été testée, et donc outre la conception qui est partagée entre Raytheon et le japonais de Mitsubishi Heavy Industries, le missile est bien plus gros comme vous le voyez sur cette comparaison, avec une vitesse et une portée accrues, ainsi que des capteurs plus efficaces, et tout ça lui donne une capacité d'interception de tous les missiles balistiques jusqu'à 1500 km d'altitude, quelle que soit leur catégorie. On reste aux États-Unis et on passe un petit point sur le marché civil avec la compagnie American Airlines qui a déjoué les pronostics en annonçant une commande ferme de 260 avions répartis auprès des 3 constructeurs Airbus, Boeing et Embraer, alors que les analystes s'attendaient plutôt à une commande principalement autour d'Airbus. Dans le détail, il y aura bien 85 Airbus A321 Neo, mais également autant de Boeing 737 MAX 10, ainsi que 90 Embraer E175, avec en prime 193 options supplémentaires pour les 3 appareils. Et donc, malgré les difficultés rencontrées par Boeing en termes de contrôle qualité, American Airlines a donc choisi de maintenir sa confiance dans le constructeur en convertissant une partie de ses commandes précédentes en faveur du MAX 10, et donc c'est évidemment le signe que le constructeur garde la pleine confiance des compagnies aériennes, quel que soit ce que pouvaient en dire les analystes jusque-là. On reste d'ailleurs chez Boeing et on souligne au passage cette nouvelle vision qu'on a sur le X-66 que le constructeur développe avec la NASA. Donc vous voyez ces images qui mettent en avant des ailes à fort allongement renforcées par des haubans. Et cette configuration, combinée à des avancées dans la propulsion, dans les matériaux et dans l'architecture, permet une nouvelle réduction de 30% de la consommation de carburant des avions en comparaison avec ceux qui sont déjà livrés aujourd'hui, donc par rapport au MAX par exemple.
On passe aux voilures tournantes avec la société américaine Bell qui a présenté des capacités et les technologies du HS VTOL, c'est-à-dire le décollage et l'atterrissage vertical, mais avec des vitesses très élevées puisqu'on parle d'appareils qui iraient jusqu'à 400 nœuds, soit la vitesse qui est comparable à ce qu'on a avec un avion réaction. L'équipe a fait une démonstration de ces nouvelles technologies, notamment le rotor repliable, la propulsion intégrée et les commandes de vol, et le tout à des vitesses relativement élevées. Donc ces essais, c'est pas simplement du spectacle, ça s'inscrit réellement dans le cadre du programme Sprint de la DARPA, qui est l'agence de recherche avancée américaine de l'armée américaine, et qui vise à créer ce qu'on appelle le X-Plane, c'est-à-dire une véritable vitrine technologique qui doit permettre de redéfinir ce que c'est que le vol avec le décollage vertical pour pouvoir s'affranchir de toutes les pistes et malgré tout un vol à très haute vitesse. On reste dans les hélicoptères à haute vitesse, mais cette fois-ci avec le Racer d'Airbus, qui a enfin réalisé son premier vol début mai, après un développement qui a commencé en 2017. Comme vous pouvez le voir à son architecture, l'hélicoptère a une forme toute particulière qui doit lui permettre de battre des records de vitesse, et l'appareil va donc réaliser 200 heures d'essai en vol, afin d'aller progressivement jusqu'à 220 nœuds, soit une vitesse de croisière qui est au-delà de 400 km/h. Niveau architecture, c'est donc le descendant du X3, sauf qu'il est devenu plus aérodynamique avec un fuselage 25% plus étroit et un rotor caréné. Vous voyez également l'aile double qui permet de loger le train d'atterrissage, et également les hélices sont propulsives alors qu'elles étaient tractives sur le X3, avec à la clé plus de 10% d'économie de carburant. Car malgré ces performances exceptionnelles qui sont visées, le Racer doit également permettre de fortes réductions de la consommation de carburant dans le cadre du programme européen qui s'appelle Clean Sky 2, et notamment en comparaison avec les hélicoptères qu'il va remplacer. Et donc on peut notamment évoquer le concept des moteurs hybrides électriques qui sont installés en 2025 et qui sont déjà testés aujourd'hui, mais qui permettront carrément de mettre en sommeil l'un des deux moteurs pendant le vol, ce qui permettrait d'économiser encore 15% de carburant malgré une vitesse de croisière qui serait toujours autour de 180 nœuds, soit 350 km/h. Et le deuxième moteur peut évidemment être rallumé en quelques secondes si c'était nécessaire, notamment pour des raisons de sécurité. Dans cette course de vitesse, on souligne également le premier vol du démonstrateur d'avion supersonique Overture qui est développé par Boom. Il a eu lieu le 22 mars dans le désert du Mojave, exactement à l'endroit où Chuck Yeager avait passé pour la première fois le mur du son à l'époque. Ce premier vol était limité à seulement 440 km/h pour aller à seulement 2200 mètres d'altitude, mais il doit conduire à passer le mur du son d'ici quelques mois, et Boom espère pouvoir livrer son premier avion dès 2027 pour un avion qui emportera jusqu'à 80 passagers à Mach 1,7 et pour lequel il y a déjà 130 commandes et précommandes, y compris avec des très grandes compagnies. On termine avec les avions de chasse, d'abord avec le F-35 de Lockheed Martin, qui est désormais capable de déployer la bombe américaine nucléaire, la B-61, version 12. Et donc cette avancée est le fruit de 10 années de travail, et elle garantit évidemment la pérennité de la dissuasion via l'OTAN, puisque c'est pour pouvoir larguer cette bombe que la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie notamment ont acheté du F-35, et sachant que les avions qui étaient utilisés jusque-là étaient en train d'arriver en fin de vie. Un dernier petit point sur le Rafale et sur son potentiel de vente à l'export, d'abord avec l'Irak où les discussions avaient très bien commencé, avec une vente projetée de 14 appareils afin de remplacer la flotte vieillissante de F-16, mais aussi pour faire suite au partenariat des années 80, quand l'Irak volait sur Mirage F-1, et à l'époque l'avion avait donné grande satisfaction, au point que les pilotes qui sont aujourd'hui devenus les décideurs politiques de l'armée de l'air irakienne souhaitent de nouveau travailler avec un avion d'assaut. Le problème, c'est qu'il y a une vraie multiplication des attaques qui sont conduites par les milices chiites irakiennes associées au gouvernement actuel, et donc le transfert d'un avion de chasse semble plus que compromis, et l'Irak serait donc en train de se tourner vers la Chine pour acheter éventuellement l'avion sino-pakistanais, le JF-17, avec des négociations qui sont apparemment déjà bien avancées, donc un dossier à suivre. Et pour ce qui est du Rafale en Serbie, là également tous les indicateurs semblent au vert, sauf les questions géopolitiques, parce qu'il faudrait évidemment qu'on ait des garanties de sécurité politique de la part de la Serbie quant à la sécurité du Kosovo, de la Bosnie et puis de tous les voisins d'une manière générale, sachant que la Croatie a acheté du Rafale, et donc logiquement il n'y a pas d'appareil qui soit équivalent au profit des Serbes, et c'est pour ça qu'ils ne se tournent plus également vers la Russie, depuis que la Russie ne peut plus avoir accès aux technologies occidentales, notamment en mettant des équipements OTAN, eh bien elles savent très bien que s'ils achetaient russes, ils seraient inférieurs aux Croates, et c'est pas acceptable du point de vue serbe. J'espère que ça vous a plu, je vais essayer de faire une revue de presse par mois, c'est un gros engagement, je sais que c'est difficile, je sais que ça vous a manqué, mais moi aussi ça m'a manqué, et donc on va essayer de reprendre ce petit rythme dans les prochains mois. Et je vous dis à très bientôt.